Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours qui portera sur l'ostéogenèse, qui est donc un cours d'histologie du second semestre. Tout d'abord, on verra qu'est-ce que l'ostéogenèse, ensuite on verra quand est-ce qu'elle a lieu, puis on distinguera l'ossification primaire de l'ossification secondaire et on finira par une distinction entre la formation des os longs et la formation des os du crâne. La première chose que l'on va voir est donc qu'est-ce que l'ostéogenèse. L'ostéogenèse se définit par l'ensemble des phénomènes conduisant à la formation des os. Il existe deux types d'ossification. L'ossification primaire au cours de laquelle le tissu osseux remplace un autre tissu, donc qui n'est pas osseux. Elle assure la construction osseuse initiale, donc on part d'un autre tissu et on crée de l'os. Et le second type d'ossification, c'est l'ossification secondaire, au cours de laquelle le tissu osseux remplace le tissu osseux. Donc l'ossification secondaire assure le remodelage osseux. Donc ossification primaire, c'est la construction initiale. Ossification secondaire, c'est le remodelage. L'ossification primaire et l'ossification secondaire participent ensemble à la croissance osseuse. Ensuite, on va voir quand est-ce que tout ça se passe. Donc, la construction osseuse initiale, donc ossification primaire, se déroule chez l'embryon, chez le fœtus et chez l'enfant pour aboutir à la formation d'os primaires. Pour chaque os, l'ossification primaire débute à un âge précis qui est génétiquement programmé. Par exemple, la formation de l'épiphyse tibiale, elle va arriver vers l'âge de 2 ans. La formation de la tuberosité antérieure du tibia va arriver vers l'âge de 12-13 ans. C'est un exemple, ce sont deux exemples, mais ils sont à connaître et malheureusement, ils tombent. Une fois cette construction osseuse initiale terminée, il manque à la pièce osseuse sa taille, sa forme et sa structure définitive. Elle va croître dans toutes les directions et se remodeler par ossification secondaire comme on l'a vu. La croissance osseuse, elle va débuter chez le fœtus et se poursuivre chez l'enfant et l'adolescent. Elle est assurée par l'action conjointe des ossifications primaires et secondaires. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'ossification primaire et l'ossification secondaire permettent la croissance osseuse. Donc vous avez bien compris que la construction osseuse, c'est l'ossification primaire, mais la croissance osseuse comprend ossification primaire et secondaire. La formation d'os primaire se poursuit et s'accompagne d'une ossification secondaire rapide au sein de l'os primaire. Donc, dans ce cours, on va voir comment notre organisme crée les os en détaillant les deux étapes de construction, l'ossification primaire et secondaire, et en différenciant les os du crâne et les os longs. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'ossification primaire ? Donc, au cours de l'ossification primaire, le tissu osseux remplace un autre type de tissu. Cet autre type de tissu, il peut être soit conjonctif, soit cartilagineux. L'ossification primaire débute durant la vie embryonnaire ou fœtale et se poursuit après la naissance. Ce n'est pas pour tous les os en même temps, comme on l'a vu. Elle se déroule en présence de contraintes mécaniques faibles. Donc, pour l'ossification endoconjonctive, le tissu osseux remplace du tissu conjonctif. On aura aussi respectivement l'ossification de membrane et l'ossification périostique qui assurent toutes les deux la formation des os plats du crâne. Pour l'ossification endochondrale, le tissu osseux remplace du cartilage. Les ossifications endochondrales et périostiques assurent la formation des os longs, des os courts, ainsi que les autres os plats. Pour petit rappel, quand on parle d'os courts, on va parler de vertèbres, d'os du carpe, du tarse et de côte. Quand on parle des os plats, on parle plutôt du sternum, des omoplates et des os iliaques. Le tissu osseux primaire sera ensuite remplacé par du tissu osseux secondaire au cours de l'ossification secondaire. Parlons maintenant de l'ossification secondaire. Qu'est-ce que l'ossification secondaire ? Le remodelage osseux est assuré par l'ossification secondaire et débute en même temps que la croissance osseuse. Il se poursuit durant toute la vie pour modeler le tissu osseux et ainsi maintenir ses propriétés et ses fonctions. Le tissu osseux est donc un tissu dynamique en remodelage constant. Lors de la croissance, les deux types d'ossification ont lieu en même temps, donc simultanément, mais dans des lieux différents. Chez le nourrisson et l'enfant, ce remodelage est très rapide et s'adapte aux besoins, par exemple l'acquisition de la marche. Chez l'adulte, ce remodelage est lent mais peut s'accélérer dans certaines conditions physiologiques, par exemple d'activité physique, ou dans certaines conditions qui sont plutôt pathologiques, notamment la réparation d'une fracture osseuse. Lors de la croissance,
On se rappelle bien, les deux types d'ossification ont lieu simultanément dans des sites différents, mais les deux types d'ossification ont lieu sur le même site, l'un après l'autre. En gros, c'est logique. Avant de remodeler quelque chose, il faut le construire. Donc sur un même endroit, c'est l'ossification primaire d'abord et ensuite secondaire. En revanche, on a vu que l'ossification primaire ne se fait pas aux mêmes endroits partout dans le corps. Donc quand certains sites passeront à l'ossification secondaire, d'autres commenceront à peine l'ossification primaire. C'est OK? Alors maintenant que vous avez compris tout ça, on va passer à la distinction entre les types d'os. On va différencier les os longs et les os du crâne. C'est parti! Alors, comment se forment les os longs? La formation des os longs se fait en deux étapes consécutives. On a d'abord la formation d'une maquette cartilagineuse, puis ensuite on aura l'ossification. Pour ce qui est de la formation de la maquette cartilagineuse, il faut savoir qu'une maquette cartilagineuse est recouverte de périchondre. Donc ce qui entoure, péri qui est autour, chondre du cartilage, tout simplement. Ce périchondre se forme au sein du mésenchyme embryonnaire. Cette maquette est formée de cartilage hyalin et constitue l'ébauche du futur os long. Elle a grossièrement la forme de la pièce osseuse définitive. Elle va croître selon deux mécanismes, la croissance interstitielle et la croissance par apposition, que l'on reverra. Pour ce qui est maintenant de l'ossification, donc la deuxième étape, l'ossification primaire est déclenchée par la pénétration de vaisseaux sanguins dans le cartilage, donc dans la maquette cartilagineuse que l'on vient de voir. Selon trois centres d'ossification, on va avoir le centre d'ossification diaphysaire qui apparaît avant la naissance et les deux autres centres d'ossification épiphysaire supérieur et inférieur qui, eux, apparaissent après la naissance. Au niveau diaphysaire, l'ossification se fait selon deux mécanismes. On va avoir l'ossification que l'on appelle endochondrale, qui permet une croissance en longueur, et on a l'ossification périostique, qui permet une croissance en épaisseur. À partir du périchondre, donc ce qui entoure notre maquette, on a un bourgeon conjonctivo-vasculaire, qu'on appelle BCV pour ses initiales, va pénétrer dans le cartilage jusqu'au centre de la diaphyse. Ce bourgeon, il va induire une augmentation de la concentration en oxygène et provoquer une hypertrophie du cartilage. En gros, le sang distribue l'oxygène dans le cartilage et lui permet de grandir. C'est pour ça qu'il devient hypertrophique. Le cartilage hypertrophique est le chef d'orchestre de l'ossification endochondrale. Il est caractérisé par la présence de volumineux chondrocytes dont le noyau devient pycnotique. Pycnotique, c'est quand leur chromatine est très condensée. Pour ce qui est de l'ossification endochondrale, donc là on va distinguer en gros l'ossification endochondrale de l'ossification périostique pour comprendre les deux ossifications différentes. Comme on l'a dit avant, l'ossification endochondrale permet la croissance en longueur, alors que l'ossification périostique permet la croissance en épaisseur. Donc il va y avoir deux types d'ossification, deux façons de procéder, et on va voir cette distinction justement. Donc tout d'abord, pour l'ossification endochondrale, qui je le répète permet la croissance en longueur des os longs. Tout d'abord, à l'opposé du bourgeon conjonctivo-vasculaire, le cartilage hypertrophique induit la prolifération des chondrocytes qui forment des groupes isogéniques axiaux, donc qui forment un axe, qui sont alignés, orientés selon le grand axe de l'os en formation. C'est ce qu'on appelle le cartilage serré. Maintenant, du côté du bourgeon conjonctivo-vasculaire, le cartilage hypertrophique induit la minéralisation de la matrice extracellulaire et c'est ce qu'on va appeler le cartilage calcifié. Donc, on retient bien, à l'opposé du bourgeon conjonctivo-vasculaire, donc à l'opposé du centre de la diaphyse, on a du cartilage qui est serré. Par contre, du côté du bourgeon conjonctivo-vasculaire, donc au niveau du centre de la diaphyse, on va avoir un cartilage calcifié. Ça, c'est important. On rappelle que le bourgeon conjonctivo-vasculaire amène avec lui des cellules souches hématopoïétiques, des cellules souches ostéoprogénitrices et des précurseurs ostéocalciques. Au contact du bourgeon, les ostéoclastes détruisent le cartilage calcifié, donc cartilage qui est du même côté que le bourgeon conjonctivo-vasculaire, en effondrant les fines cloisons transversales qui séparent les chondrocytes d'un même groupe isogénique. Retenez bien que les ostéoclastes sont toujours là pour détruire. Claste, casse, moi je retenais comme ça, c'est vraiment la cellule qui détruit l'os, alors que les ostéoblastes sont là pour créer, pour apporter.
Donc voilà, donc les ostéoclastes détruisent ce cartilage calcifié au contact du bourgeon en effondrant les fines cloisons transversales qui séparent les chondrocytes d'un même groupe isogénique. Cette destruction va créer le front d'érosion. Il persiste toutefois des travées parallèles longitudinales de cartilage calcifié, les travées directrices qui serviront de support pour l'ossification endochondrale. Les vaisseaux et les cellules ostéoprogénitrices s'engouffrent dans le tunnel creusé par les ostéoclastes, ce qui constitue le front vasculaire. Les ostéoblastes, provenant de la division des cellules ostéoprogénitrices, s'organisent en bordure épithélioïde, le long des travées directrices et déposent la matrice ostéoïde. C'est le tissu osseux primaire endochondral. Cette région comporte donc transitoirement des cellules osseuses possédant un axe de cartilage calcifié. C'est donc la travée directrice ayant échappé à l'ossification primaire. Cette structure, donc le tissu osseux primaire endochondral, est rapidement détruite par les ostéoclastes et l'ossification secondaire débute. Petit rappel, l'ossification endochondrale assure la croissance en longueur des diaphyses des os longs. L'érosion du cartilage s'arrête lorsque les zones d'ossification atteignent les métaphyses, donc la partie entre l'os diaphysaire et l'os épiphysaire, donc la diaphyse et l'épiphyse. Laissant subsister des cartilages de conjugaison qui participent à la croissance des os jusqu'à la puberté. Donc à partir de la puberté, jusque tout l'âge adulte, on n'a plus de cartilage de conjugaison. Il sert vraiment à la croissance. Cette croissance est donc le résultat d'un équilibre entre d'un côté la prolifération du cartilage et de l'autre l'ossification. Après la puberté, cet équilibre est rompu au profit de l'ossification. Les cartilages de croissance disparaissent par ossification complète et la croissance s'arrête. Bon, ça fait beaucoup d'informations, donc on va faire un petit récap sur tout ça. Donc tout d'abord, on a une pénétration du bourgeon conjonctivovasculaire à partir du périchondre qui va créer un cartilage hypertrophique. Ensuite, à l'opposé du bourgeon, on va avoir une prolifération des chondrocytes et ça va s'appeler cartilage serrié. Alors que du côté du bourgeon, on a une minéralisation de la matrice extracellulaire par le cartilage hypertrophique et ça va s'appeler le cartilage calcifié. Pour retenir le cartilage serrié, je me disais, il prolifère, donc on en fait une série et donc il est serrié. On a une prolifération des chondrocytes qui crée un cartilage serrié. Ça, je rappelle, c'est à l'opposé du bourgeon. Alors que du côté du bourgeon, on a une minéralisation de la matrice extracellulaire par le cartilage hypertrophique et donc on a un cartilage calcifié. Ensuite, le bourgeon amène des ostéoclastes qui détruisent le cartilage calcifié et ça fait donc des travées directrices de cartilage calcifié qui subsistent. Ensuite, les vaisseaux et les cellules ostéoprogénitrices pénètrent dans les tunnels creusés, c'est ce qu'on appelle le front vasculaire. Plus on a une différenciation des ostéoblastes et ça donne la bordure épithélioïde. Et enfin, les ostéoclastes détruisent les travées directrices qui restent et ça fait une ossification secondaire. On n'a donc plus du tout de travées directrices, on n'a donc plus du tout de cartilage et tout est devenu de l'os. Donc ça, c'était pour l'ossification endochondrale. Maintenant, on va voir l'ossification périostique. On est toujours dans les os longs. L'ossification périostique, c'est la croissance en épaisseur des os longs. Donc on va avoir une pénétration du bourgeon conjonctivovasculaire dans le cartilage et l'influence du cartilage hypertrophique va provoquer la différenciation du périchondre en périoste dans la partie moyenne de la diaphyse. Petit rappel, le périoste, c'est ce qui entoure l'os, donc péri, autour, ost, os, alors que le périchondre, c'est ce qui entoure le cartilage, car péri, autour, chondre, cartilage. Les ostéoblastes, ils vont élaborer le tissu osseux primaire, assurant la croissance osseuse par apposition successive de lamelles osseuses. Il se forme ainsi une gaine osseuse appelée virole périostique qui s'étend progressivement en direction des épiphyses pour former la corticale osseuse. Les appositions successives de lamelles osseuses permettent la croissance en épaisseur de la diaphyse des os longs. Mais du coup, au niveau des épiphyses, qu'est-ce qui se passe ? On se rappelle que le bourgeon conjonctivovasculaire arrive après la naissance dans les épiphyses. Donc c'est après la naissance, tandis que le centre d'ossification diaphysaire s'étend vers les métaphyses, que la pénétration du bourgeon conjonctivovasculaire dans les épiphyses provoque l'apparition des centres d'ossification épiphysaire.
Les mécanismes d'ossification sont comparables à ceux décrits pour l'ossification diaphysaire. On a une pénétration du bourgeon conjonctivovasculaire qui conduit à l'ossification périostique et à une ossification endochondrale. L'intégralité du cartilage épiphysaire est donc remplacée par du tissu osseux primaire, à l'exception du cartilage articulaire et du cartilage de conjugaison. Et oui, sinon on resterait tout petit toute notre vie et on ne pourrait pas bouger. Ça serait ballot. Notons que les centres d'ossification apparaissent pour chaque os à un âge précis, génétiquement programmé. Il en est de même pour la disparition des cartilages de croissance. Il est donc possible de déterminer avec une relative précision par un examen radiologique un âge osseux qui ne coïncide pas obligatoirement avec l'âge réel en cas de retard de croissance. Voilà pour les os longs. On va donc passer maintenant à comment se forment les os du crâne. Et ça sera notre dernière partie, courage. Donc, pour la formation des os du crâne, tout d'abord l'ossification primaire. Donc, la formation et la croissance des os du crâne se font par ossification de membrane et par ossification périostique. L'ossification de membrane, c'est l'ossification interne. L'ossification périostique, c'est l'ossification externe. On va d'abord commencer par l'ossification de membrane. Donc, on se rappelle, on est dans les os du crâne, on est en train de voir l'ossification primaire et dans l'ossification primaire qui est constituée d'ossification de membrane et d'ossification périostique, on va d'abord faire un focus sur l'ossification de membrane. L'ossification de membrane, elle se fait en deux phases. On va avoir une phase de pré-ossification et une phase d'ossification. Pour la phase de pré-ossification, on a une ébauche conjonctive qui se forme au sein du mésenchyme embryonnaire, donc chez le fœtus. Cette ébauche, elle va être appelée la voûte membraneuse du crâne. Pour ce qui est de la phase d'ossification, elle va débuter avec la pénétration de vaisseaux sanguins au sein de l'ébauche conjonctive, donc de la pré-ossification. Autour des vaisseaux, des cellules mésenchymateuses prolifèrent et se différencient en ostéoblastes, créant ainsi des centres d'ossification primaire formés de tissus osseux réticulaires. Par contre, entre les travées du tissu osseux primaire, les espaces conjonctifs sont envahis par des vaisseaux, des cellules souches hématopoïétiques et mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses sont à l'origine de nouveaux ostéoblastes, créant une croissance centrifuge des centres d'ossification primaire que l'on nomme la plaque osseuse. Pour ce qui est maintenant de l'ossification périostique. Donc l'ossification périostique, c'est une ossification de surface. Peu avant la naissance, le mésenchyme au contact des faces supérieures et inférieures des plaques se différencie en périoste qui élabore l'os dense des tables internes et externes du crâne, ce qui constitue l'ossification primaire périostique. Il y a donc une croissance en épaisseur par apposition successive de lame osseuse. Entre les plaques, il existe des espaces conjonctifs dénommés sutures qui convergent vers des espaces triangulaires qu'on appelle les fontanelles. Il existe deux principales fontanelles. On a la fontanelle postérieure et la fontanelle antérieure. La fontanelle postérieure, elle est petite et elle est appelée lambdoïde. Elle se ferme vers 3 mois après la naissance. Pour la fontanelle antérieure, elle est grande et appelée bregmatique et se ferme vers 2 ans. Moi, je retenais que la fontanelle postérieure était lambdoïde parce que quand on la trace et qu'on l'observe, on se rend compte qu'elle a la forme du lambda mathématique. Donc voilà, donc la fontanelle postérieure, elle est assez petite, elle a la forme du lambda, donc l'hebdoïde, alors que la fontanelle antérieure, on l'appelle bregmatique. Voilà, et bien retenir que fontanelle postérieure se ferme à 3 mois et fontanelle antérieure se ferme à 2 ans. Les sutures restent longtemps ouvertes, permettant la croissance en volume de la boîte crânienne. Maintenant que l'on a vu l'ossification primaire, on passe à l'ossification secondaire, donc toujours des os du crâne. Alors, donc du coup, on a vu l'ossification primaire de la formation des os du crâne. On va donc passer maintenant à l'ossification secondaire de la formation des os du crâne. Au cours de l'ossification secondaire, le tissu osseux remplace un tissu osseux. Ça, on l'a vu. Elle se produit au sein du tissu osseux primaire, contribuant ainsi à la croissance osseuse, puis au sein du tissu osseux secondaire, assurant ainsi le remodelage osseux, qui est indispensable au maintien des propriétés et des fonctions du tissu osseux. On rappelle que le tissu osseux est une structure dynamique en perpétuel remaniement.
La croissance et le remodelage osseux impliquent tous deux la destruction du tissu osseux existant par les ostéoclastes. Il existe donc un véritable couplage entre ostéoclastes et ostéoblastes. On va voir qu'il y a deux types de tissus osseux. On va avoir le tissu osseux aversien et le tissu osseux trabéculaire. Dans le tissu osseux aversien, à partir d'un canal de Walkman, les ostéoclastes détruisent le tissu osseux existant accompagné d'un bourgeon conjonctivovasculaire qui s'enfonce dans le tissu osseux pour former un tunnel de résorption, dont le grand axe est parallèle aux lignes de force et dont les dimensions sont celles du futur ostéon. Les ostéoblastes qui bordent les parois du tunnel élaborent des lamelles osseuses concentriques qui se superposent de la périphérie vers le centre. Donc ça va vers le centre, laissant une cavité conjonctivo-vasculaire centrale qu'on appelle le canal de Havers. Lorsque le processus est achevé, un nouvel ostéone est formé. Les reliquats des ostéones adjacents, donc à côté, partiellement détruits, constituent les systèmes intermédiaires. Pour ce qui est du tissu osseux trabéculaire, le principe est comparable, mais concerne des régions isolées des travées osseuses. La reconstruction se fait à partir des régions provisoirement épargnées. Nous allons passer à la troisième partie sur la formation des os du crâne. Donc on a vu l'ossification primaire, on a vu l'ossification secondaire avec le tissu osseux aversien et le tissu osseux trabéculaire. Et maintenant on va voir le remodelage osseux avec le tissu osseux lamellaire. Je tenais à vous dire que si tous ces termes sont un petit peu barbares pour vous, c'est parce que ce cours est vraiment lié à l'ostéogenèse, mais vous aurez un cours à part qui sera sur le tissu osseux où tous ces termes seront redétaillés, réexpliqués et où ce sera beaucoup plus clarifié. Donc le tissu osseux lamellaire se renouvelle en permanence grâce au remodelage osseux. Il est donc indispensable pour que le tissu osseux conserve ses propriétés et ses fonctions. Il résulte d'un équilibre entre construction ostéoblastique et destruction ostéocalcique et est régulé par des facteurs hormonaux et des facteurs mécaniques. En effet, le tissu osseux s'adapte aux contraintes mécaniques, ce qui permet de conserver ses fonctions de soutien, ses fonctions mécaniques et ses fonctions de protection. Pour ce qui est des facteurs mécaniques, les ostéocytes agissent comme des mécanorécepteurs. Ils perçoivent les variations de contraintes s'exerçant sur le tissu osseux, transmettent l'information et on aura alors deux réponses possibles. Soit une synthèse de matrice par les ostéoblastes, soit une résorption de matrice par les ostéoclastes pour préserver les fonctions mécaniques, protectrices et de soutien. Pour ce qui est des facteurs hormonaux, ils sont représentés par deux principales hormones, la parathormone et la calcitonine. Ces deux hormones participent au maintien de l'homéostasie phosphocalcique. Donc tout d'abord, la parathormone, elle va être sécrétée par les parathyroïdes en réponse à une baisse de glycémie. Donc on manque de glycémie dans le sang, les parathyroïdes activent la parathormone et l'objectif va être donc de récupérer du calcium des os pour le remettre dans le sang, pour permettre les fonctions vitales, notamment cardiaques, etc. Donc ce qui va se passer, c'est que la parathormone va avoir une action hypercalcémiante puisque grâce aux ostéoclastes, elle va venir détruire le calcium des os pour que les particules de calcium et que le calcium se retrouvent in fine dans le sang et qu'on fasse du coup augmenter la calcémie sanguine. Donc elle est hypercalcémiante. Et ça, c'est activé en cas de baisse de glycémie quand du coup les fonctions vitales ne peuvent plus être assurées. De la même manière, mais à l'opposé, la calcitonine, elle, sécrétée par les cellules C de la thyroïde, va agir en réponse à une hausse de glycémie. Donc là, on a trop de glycémie. Donc on va faire l'action inverse, donc une action hypocalcémiante qui va être donc d'inhiber les ostéoclastes pour éviter que le calcium soit détruit, car on n'en a pas besoin, puisqu'on a déjà trop de glucose. Voilà, donc ce cours sur l'ostéogenèse est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il n'a pas été trop compliqué. C'est normal si vous le trouvez compliqué, surtout si c'est la première fois que vous le voyez. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres cours qui vont venir en parallèle de tout ça pour vous aider, notamment le cours sur le tissu osseux. J'ai d'abord commencé par l'ostéogenèse parce que selon moi c'est vraiment la chronologie normale. D'abord on crée et après on verra les différentes caractéristiques, mais vous avez besoin de l'autre cours aussi pour comprendre celui-là et inversement. Donc attendez, mais si vraiment il y a des choses trop compliquées, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ne restez pas bloqués. Et voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon parcours et un très bon deuxième semestre et plein de réussite et plein de bonheur. Bisous!